Bonjour. Donc, on va présenter en 3 fois demi-heure. Je vais commencer par vous présenter la série photographique. Euh, à la base, c'est un livre. Donc, en tant que photographe, je préfère travailler en livre pour la simple et bonne raison, c'est que souvent je fais du documentaire. Et dans le documentaire, on a passablement de texte. J'avais invité Monsieur Jacques Arnould. C'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui, mais on a travaillé il y a 3 ans ensemble. Il m'a produit un texte que j'ai trouvé très pertinent et que j'ai pu intégrer dans mon livre. Donc là, je vais juste vous faire un petit diaporama de demi-heure. Je vais me concentrer un peu sur la photographie, vu que j'ai deux éminents spécialistes de la philosophie génétique et évolution. Et puis par la suite, on espère que vous auriez des questions et qu'on développe un peu le sujet assez large. Alors, est-ce qu'on pourrait éteindre les lumières? Parce que déjà, les images sont sombres, mais alors là, on est vraiment très sombre. Donc, j'ai commencé, alors peut-être pour faire une petite introduction, je suis jardinier et paysagiste de formation. J'ai travaillé pendant 10 ans dans les jardins, mon grand-père était agriculteur, et en 2000, j'ai commencé à faire de la photographie, et mon premier sujet était les frontières de l'Europe. Les frontières de l'Europe, alors qu'on construisait cette nouvelle Europe à plusieurs. Et avec un collègue photographe, on a décidé de suivre la frontière européenne depuis moi depuis l'Estonie et mon collègue depuis la Roumanie. Et on s'est retrouvés à mi-chemin. On avait fait chacun 860 km à pied avec les gardes frontières. Et on avait décidé de photographier cette frontière avec des appareils photo carrés qui nous permettaient de montrer l'extérieur de l'Europe. Et sous les photographies, il y avait des positions GPS. Donc un travail plutôt conceptuel, documentaire, avec beaucoup d'intervenants, dont même des musiciens. Et puis en 2009, on a publié ce livre et mon collègue est parti en vidéo, moi je suis resté en photographie et je me posais la question de me dire qu'est-ce qu'elle est devenue cette Europe depuis quelques années, comment on l'a construit. Et 2009, c'était un début de crise, comme on en a vécu souvent. Et puis, en parlant de la frontière et de cette histoire d'enfermement, de contrôle, de filtre, de savoir qui rentre pas, on n'imaginait absolument pas que ces jours, on aurait des Lampedusa et des frontières et on reconstruire des murs comme on le vit au quotidien ces jours. Et je me suis intéressé à l'Europe, mais je ne savais pas sur quel sujet. Et je suis tombé sur un article dans Le Monde qui parlait du Svalbard Global Seed Vault, qui est cette énorme banque de graines qui est au nord de la Norvège. Et j'ai téléphoné au Monde et je leur ai dit pourquoi on ne ferait pas un sujet ensemble? Moi, je vais faire les photos et je viens avec un journaliste et on fait un travail. Ils ont accepté. Et c'est vrai que quand je me suis retrouvé dans cette banque de graines, j'ai trouvé ça assez affolant, assez intéressant, assez emblématique de notre société actuelle. Et j'ai décidé de construire un projet à long terme, individuel, en tant que freelance. Et puis, j'ai commencé à dessiner chez moi à peu près toutes les possibilités de banques que je pouvais rencontrer. Alors, j'ai vite compris que le projet était extrêmement large et que j'arriverais jamais à couvrir tous les sujets. Il y a par exemple 1600 banques de graines dans le monde, donc j'ai décidé d'en photographier 4 ou 5, les plus emblématiques. Et puis après, j'ai vu qu'on faisait la même chose avec les animaux. Il y avait des banques de sperme, de sang, de cellules et de biopsie pour les animaux, la même chose pour les humains, et puis par la suite les datas. Donc là, je vais vous montrer 4 chapitres. Je vous montre juste les photos, le livre est à disposition dans l'exposition, mais là, je vais vous faire un petit diaporama en demi-heure. Donc voilà, là, vous avez la première image très sombre qui est à Svalbard, sur le Spitzberg, cette île tout au nord de la Norvège, où le gouvernement norvégien et les gouvernements du monde entier ont décidé de construire une banque de graines pour la culture vivrière, donc pour les plantes qu'on peut manger. Et dans cette montagne-là, vous avez une ancienne mine de charbon qui est creusée à 120 mètres sous terre, où il y a une capacité de stockage de 4,5 millions de graines. Alors, elle est surnommée l'Arche de Noé, ou le coffre-fort du jugement dernier. Donc on en parlait un petit peu au repas de midi. C'est quand même étrange comment on reprend des mots-clés de la Bible dans une lecture assez apocalyptique de notre futur, et d'où les images certaines fois assez sombres. Je trouve qu'on a une vision de notre futur qui n'est pas toujours très rose. Alors on parlait de crise économique, de migration, mais là dans les banques de graines, de sang, de sperme, je trouve qu'il y a un petit côté peur et contrôle qui est souvent sous-jacent.
En creusant un peu le sujet sur Svalbard, j'ai découvert qu'il n'y avait pas seulement des gouvernements qui s'intéressaient à ces graines, il y avait surtout des entreprises, des grands semenciers comme Monsanto, Syngenta, la famille Bill Gates, qui est souvent traitée de philanthropique, mais ils ont racheté 25% des actions de Monsanto. Il y a plusieurs entreprises. Donc vous verrez que dans ce travail, on soulève aussi des questions sensibles entre public et privé. Qui va détenir ce patrimoine génétique dans le futur? Donc là, c'était le 23 décembre, il fait nuit noire. Et à Svalbard, vous n'avez aucun arbre qui pousse, il y a quelques mousses, quelques fleurs. Et j'ai trouvé assez paradoxal qu'on ait décidé d'enfermer notre culture vivrière à cet endroit. Là, un sous-sol à Saint-Pétersbourg, c'est l'Institut Vavilov. Vavilov était un grand généticien et botaniste sous Staline. Il est mort de malnutrition parce que Staline avait décidé que voilà, il n'était plus aussi pertinent que dans le passé. Quand même un paradoxe pour quelqu'un qui a construit la 4e plus grande banque de graines au monde de mourir de malnutrition dans un goulag. Une petite histoire, durant le siège de Leningrad, 28 scientifiques sont morts de faim dans cette banque en essayant de conserver les banques de graines contre l'invasion et contre les rats. Donc actuellement, le 90% de l'agriculture russe utilise ces graines pour faire perdurer les variétés et les cultivars. Si vous posez la question pourquoi les images sont sombres, c'est qu'en règle générale, pour moi, j'ai vu ces images, ces banques, comme une espèce de petites salles obscures, de pièces détachées qu'on garde en cas où. Vous imaginez qu'on utilise de moins en moins de biodiversité. Je laisserai M. Gouillon en parler mieux que moi, mais on utilise de moins en moins de variétés. Et puis on stocke notre réserve dans des frigos, dans de l'azote liquide, dans des grandes caves. Et puis on ferme la clé et on éteint la lumière. Donc j'ai voulu redonner cette image un peu du quotidien, c'est-à-dire que c'est comme notre cave où on a nos archives, nos souvenirs, nos souvenirs de famille et autres. Là, vous avez un système de conservation dans l'azote liquide. Donc ça, c'est la plus grande collection de bananes au monde. Elle est à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Donc là, on touche aussi aux questions de postcolonialisme. Qui détient et qui a détenu la biodiversité du Sud. C'est souvent dans le Nord qu'on retrouve les banques. Là, vous avez Svalbard, donc ce coffre-fort du jugement dernier, une des premières portes d'entrée. Le système de conservation dans de l'aluminium pour les graines. Voilà, une des photos emblématiques. Je crois que tout photographe qui était à Svalbard a fait cette photo. Toute la presse s'est ruée en 2000. J'ai eu un doute là. Je ne sais plus quand ils ont inauguré, mais on conserve les graines à moins 25 degrés dans le permafrost. Donc cette idée qu'on pourrait conserver indéternum les graines dans du permafrost. Et donc ils ont taillé dedans, et malheureusement ça ne marche pas, ils ne veulent absolument pas le communiquer, mais maintenant c'est du charbon qui est brûlé pour faire marcher des climatisateurs pour arriver à descendre la température à moins 25 degrés. Donc si vous imaginez une fin du monde comme on pourrait l'imaginer, ou une catastrophe, si les machines arrêtent de refroidir, je n'ose pas trop imaginer ce qui pourrait arriver. On est dans cette question de ex situ, in situ, donc conservation sur son lieu d'origine ou ex situ à l'extérieur. On en a parlé un petit peu, je laisserai M. Gouillon développer un peu là-dessus. Il y a des grands discours là-dessus de savoir s'il faut conserver les graines sur leur propre terrain, et comme ça elles évoluent, elles s'adaptent, ou alors est-ce qu'on peut enfermer des graines pendant 100, 150 ans dans des sachets plastiques, dans une boîte en aluminium, dans un coffre-fort à moins 25 degrés, et un jour ouvrir la porte et se dire, voilà, quelles graines on veut utiliser. Là, on est au Conservatoire national de Brest. Là, j'ai pu en profiter grâce à la résidence d'artistes de Gwen Segal. Conservatoire de Brest, qui a une grande collection de graines et de plantes qui sont en danger ou éteintes en nature. Là, un exemple, j'aimais bien la caméra de surveillance qui est placée juste en dessus, qui vérifie et qui surveille un peu cette plante fragile. Là, on est de nouveau à Vavilov. Ils ont un demi-million d'herbiers magnifiques, très bien conservés jusqu'à ce jour, mais vous voyez qu'il y a des plastiques parce que le gouvernement ne donne plus d'argent, donc il y a des fuites d'eau qui rentrent dans le bâtiment et les herbiers sont en train de disparaître. Poutine est en train de vouloir récupérer les terrains des jardins botaniques qui sont autour pour construire des bâtiments. Donc,
On est dans le monde avec une urgence de conserver. Les gouvernements, les entreprises se battent pour conserver les banques de graines et Poutine est en train de faire l'inverse. Il veut récupérer les terrains pour construire des bâtiments. Donc là, les quelques scientifiques continuent à se battre, mais ils n'ont plus de salaire et ils se battent pour conserver ce grand patrimoine. Des exemples de plants de graines conservées. Voilà un exemple de banane qui est cultivée in vitro après sa conservation dans l'azote liquide et qui sera replantée et ainsi de suite resélectionnée et reconservée dans l'azote liquide. J'ai pu suivre, la Suisse par exemple a envoyé toute sa collection de céréales à Svalbard. Donc c'est un duplicat de la banque. Et c'était mon moyen de pouvoir rentrer à Svalbard. En fait, pour vous expliquer un peu, pour revenir un peu sur la photographie, c'était extrêmement compliqué d'avoir accès à 21 banques dans le monde. Alors autant les datas que les graines, les plantes et les humains. Ambigu parce que souvent il y a des problématiques qu'on doit soulever qui sont éthiques, juridiques. Il y a des entreprises derrière qui contrôlent surtout dans les datas, donc dans les données informatiques. Et en fait, c'est l'ambivalence entre le monde scientifique et commercial qui doit communiquer, donc ils sont curieux d'avoir des journalistes ou des photographes, et de l'autre, une inquiétude de ce qu'on va faire du matériel. Donc moi, j'ai passé plus de temps derrière l'ordinateur et derrière mon téléphone que derrière mon appareil photo. Donc ça a été à peu près sur 4 ans, je pense à un 80% d'ordinateur et de demande d'accès. Et puis de temps en temps, on me donnait 10 minutes, 15 minutes dans une banque pour faire des photos. Donc j'ai dû assez rapidement réfléchir à quelle photographie je voulais faire. Donc vous avez vu qu'on a des objets sur fond noir. Ça, j'ai repris l'idée de la photographie scientifique où on extrait et en guillemets, c'est une vision ex situ du produit. On annule l'environnement derrière, on efface le contextuel. Il y a ces architectures qui sont imposantes, qui sont presque de la science-fiction et certaines fois très, très simples. Il n'y a pas d'humain, parce que je ne voulais pas identifier l'humain dans le sens de dire le scientifique ou le commerçant ou le client, mais je voulais que ça soit une question plutôt globale et générale. Et ce travail est absolument pas ni activiste, ni négatif ou positif, c'est juste une question ouverte de savoir pourquoi et comment on va conserver notre patrimoine génétique. Est-ce qu'il y a une urgence vraiment? Est-ce qu'on est conscient qu'il y a des banques partout et que toutes nos données, toutes nos informations sont conservées dans des serveurs où notre patrimoine génétique est stocké quelque part? Vous verrez que dans la partie des humains, c'est encore plus complexe des fois. Voilà un coffre-fort classique en Suisse où il y a toutes les céréales. C'est un frigo comme vous pouvez trouver chez votre boucher. Trois graines de Banksia qui ont été découvertes dans la carcasse de la boussole, qui était le bateau, la Pérouse, et qui a été conservée au conservatoire de Brest. Et ils ont essayé de faire regermer ces 3 graines, mais elles ont passé plus de 200 ans dans l'eau salée, donc c'était impossible. De nouveau Vavilov, alors tout le monde n'a pas accès à la technologie la plus pointue, donc là ils ont juste créé des néons et ils font regermer et repousser des plantes qui ont été conservées. Ce qui est intéressant avec Vavilov, c'est qu'eux ils gardent cette logique de 2 conservations, in situ et ex situ. Ils ont encore énormément de champs, ils ont 14 ou 15 centrales des stations expérimentales dans toute la Russie qui est énorme. Et en fait, eux, ils continuent à faire ce cycle, c'est-à-dire qu'ils conservent des graines et puis ils les ressèment et ils les récoltent. Donc il y a ce circuit, en guillemets, classique et normal de la vie qui se met en place. Dans d'autres banques, elles sont juste conservées dans l'azote liquide. Il y a un petit côté aussi déculpabilisant. Certaines fois, je discutais à Brest, on me disait, des fois, on nous demande de venir récolter des graines, et puis par la suite, ça déculpabilise tout le monde. On peut poser du béton, on peut construire des routes, et on se dit, voilà, on a sauvé les graines, donc quoi qu'il arrive, un jour, si on en a besoin, on ira les rechercher dans la petite boîte à gauche. Voilà un exemple de permafrost et de béton. Ce bâtiment a été construit avec une architecture assez contemporaine, dont les journalistes ont été friands. Il a été photographié. C'est une des banques les plus emblématiques, de par son nom et de par son emplacement et de la publicité qu'on a fait derrière. Là, on rentre dans la partie animale. Même question. On conserve des biopsies dans les zoos, par exemple. Tous les animaux qui sont proches d'être éteints en nature ou en danger
On récolte le sang, la biopsie. Pour les animaux, par exemple, plutôt de la ferme, on récolte le sang et on peut conserver comme ça un peu l'ADN et la génétique. Mais il y a aussi tout ce qui est reproduction. Et par exemple, avec une reproduction naturelle entre une jument et un étalon, ben, vous avez une saillie avec une chance d'avoir des bébés. Avec une récolte artificielle, vous arrivez jusqu'à vendre 65 paillettes de sperme. Donc c'est aussi un business qui se met en place et c'est aussi une manière plus technologique et plus propre, entre guillemets, de reproduction. Là, vous avez un exemple. On a des haras nationaux comme vous en Suisse. Voilà, un biberon d'enfant qui est utilisé pour récolter du sperme et du lait. Je la trouve assez intéressante dans le sens où on a le dinosaure et puis le cloud en dessus. Donc on a un peu la vision vraiment du passé et puis cette vision du cloud maintenant qui est notre système d'archivage qui flotte un peu comme ça, extraterritorial et extra-propriétaire aussi certaines fois. Un spermogramme, donc un test sur le sperme. Voilà une biopsie par exemple d'un ours maltais que j'ai pu photographier au zoo de Bâle. Le zoo de Bâle qui est un zoo assez riche pour la visite. Et ils ont décidé, juste quand j'ai commencé à faire les photos, de récolter de la biopsie et du sang de tous leurs animaux. Et par exemple, vous verrez plus tard, en Angleterre, il y a une vieille dame qui travaille, qui est richissime et qui travaille avec l'université de Cambridge, qui vient de créer une banque qui s'appelle Frozen Ark, donc l'arche de Noé congelée, où là, elle stocke la plus grande conservation des invertébrés, escargots et autres. Et puis, elle récolte aussi toutes les biopsies et le sang de la plupart des zoos pour essayer de conserver le maximum des animaux. Alors, je lui posais la question, je lui disais, mais si, par exemple, vous essayez de conserver des animaux qui seront éteints, vous êtes pour le clonage, contre le clonage? Comment vous voyez la suite? Est-ce que ces éléments pourront être utilisés pour reproduire, cloner un animal ou le faire renaître, comme on parle dernièrement avec le mammouth en Sibérie? Et c'est des questions qui sont assez intéressantes. Elle était partante, j'ai entendu d'autres personnes contre. Donc de nouveau, ce travail est là comme une grande question ouverte. Voilà l'ours en question. Darwin, on en parlait à midi avec son arbre de vie, toutes les questions d'évolution. Ça, c'est un escargot japonais qui est étonnamment plat et qui se dresse, quand il sort de sa coquille, il se dresse, il est très très beau et en fait il existe seulement sur une montagne au Japon. Et par exemple là, on n'a aucune étude là-dessus, donc on sait qu'il est en train de disparaître, qu'il y en a très peu, mais aucun scientifique actuellement s'est intéressé à cet escargot. La reproduction de taureaux à Rennes, Créavia, une des grandes entreprises françaises de reproduction. Donc là, vous avez 2 taureaux. Il n'y a aucune vache qui peut rentrer dans ce centre. Donc chaque taureau prend la place de l'autre. Et le sperme est récolté, filtré, nettoyé et vendu dans plus de 60 pays. Vous avez une affiche dans l'exposition de Yoko Pesney, qui était le taureau phare de cette entreprise. Il a produit 350 000 vaches, il n'en a jamais vu une, et il a produit 1,7 million de pipettes de sperme qui ont été vendues à plus de 2300 agriculteurs dans le monde entier. Donc ils ont par exemple beaucoup de clientèle en Argentine, et voilà, c'est un système de reproduction très efficace et on va plutôt dans ce sens-là que dans la reproduction classique qu'on a connue quand on était enfant dans les fermes. Un vagin artificiel pour les taureaux. Voilà un peu l'image qui représente assez bien la technologie actuelle. Frozen Ark avec sa grande récolte et sa collection d'invertébrés. Passablement de recherche, mais surtout énormément de stockage. Et c'est vrai que certaines fois, en discutant avec des scientifiques, beaucoup me disaient on est dans une urgence de stockage et on ne sait pas encore ce qu'on va en faire, mais c'est tout à coup une espèce de panique de dire il faut qu'on centralise tout, il faut qu'on réunisse tout, on conserve et puis on verra bien ce qu'on peut en faire après. Alors, je pense que M. Gouillon nous fera un meilleur développement. Voilà, castration de jeunes étalons. En Suisse, avec l'idée de pouvoir conserver le sperme qui pourrait être utilisé ou vendu dans le futur. Ça, c'est du lion qui est conservé, qui vient d'Afrique.
conservés dans l'azote liquide, dans des petites pipettes, conservés en Angleterre aussi. Donc moi j'aime bien ces flux entre la colonisation, entre des territoires, les pays pauvres qui n'ont pas accès, qui n'ont pas les moyens de conserver, tout à coup on amène ça en Europe. Après les questions d'entreprise derrière, avec le risque aussi de savoir voilà, si plusieurs entreprises privées commencent sérieusement à s'intéresser à ce patrimoine, qu'est-ce qui va devenir, qui aura accès. Les systèmes d'envoi dans le monde entier. Donc là, vous pouvez commander n'importe quel sang ou sperme et il est envoyé dans ces boîtes-là. Lénine, le mausolée de Lénine sur la place Rouge. Lénine est mort en 1924. Il était enfermé dans ce mausolée, mais juste avant qu'on l'embaume dans les vieilles traditions, ils ont sorti son cerveau, ils l'ont découpé en 30 000 lamelles et ils ont créé l'Institut du génie de Lénine en pensant qu'avec la génétique, on arriverait peut-être à créer un génie de cette époque-là. Depuis, il est conservé et entretenu au début par une entreprise nationale, maintenant c'est une entreprise privée. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a donné pas mal d'idées à des oligarques assez riches. Donc maintenant, chacun se construit son mausolée dans son jardin, le prépare. Et la cryoconservation, c'est-à-dire la conservation dans l'azote liquide, permet actuellement de conserver des corps dans l'azote liquide. Alors si vous discutez avec des scientifiques, ils vous diront qu'il y a peu de chances que ça fonctionne quand on va décongeler les corps. Mais en Russie, ils parlent de transhumanisme, c'est-à-dire cette idée un peu farfelue, un peu folle, qu'un jour, la technologie nous permettra de vivre ad aeternum ou de pouvoir revivre. Donc en Russie, il y a une mode certaine qui fait que les gens se font congeler, soit le cerveau pour 10 000 €, soit le corps entier pour 30 000, ça dépend de votre budget. Et vous êtes plongé dans l'azote liquide et avec l'idée de faire des cuves transparentes que vous verrez plus tard, où la famille peut venir se recueillir. Alors, Lénine, intéressant, plusieurs présidents ont essayé de l'enterrer pour faire un trait sur l'histoire, mais personne n'ose s'attaquer à ce monument. Alors là, on va parler des donneurs de sperme humains. Alors j'étais intéressé, c'était en 2010-2011 quand j'ai commencé à m'intéresser à ces donneurs de sperme. En France, vous aviez ces grandes questions sur la GPA, la PMA, ces questions entre le mariage pour tous. Il y avait ces questions aussi en Suisse. J'ai vu que, par exemple, on est protestant en Suisse, à la différence de l'Italie ou de la France. Donc on avait tout à coup une privatisation du vivant qui était possible en Suisse, mais pas possible dans des pays qui étaient catholiques ou autres. Donc l'Union européenne est en train de discuter pour essayer de régler plusieurs lois pour que ça soit homogène sur l'Europe. Mais en Suisse, on a le secret bancaire, vous le connaissez, on nous tape dessus assez facilement dès qu'il y a de l'argent sale ou corrompu. Mais en Suisse, on devient aussi un des endroits où il y aura le plus de banques de conservation de sperme, de sang et de cellules souches. Alors là, par exemple, on parle du Danemark, qui est en avance par rapport à d'autres pays. Ils ont créé, il y a plus de 20 ans, une banque de sperme privée où vous avez la moitié des donneurs qui sont anonymes, comme on trouve dans toutes les banques, mais il y a aussi des non-anonymes. C'est-à-dire que les familles, ou les femmes seules, ou les couples de lesbiennes peuvent rencontrer le donneur et discuter avec, et choisir le donneur d'après des recherches approfondies comme, disons, un métasite où vous pouvez taper j'aimerais yeux bleus, blond, 1m90, 1m90, qui fait du sport, qui parle 4 langues. Et le site va chercher le résultat du meilleur donneur. Alors, ils ont actuellement une dizaine de donneurs qui vendent très très bien. Ils n'ont pas voulu me donner le nombre d'enfants que ces donneurs ont produits, mais on parle de plusieurs centaines. Et en Europe, j'ai vu des articles de journaux qui parlaient de la nouvelle conquête des Vikings en pseudo-gag. C'était de dire que tout à coup, les gens vont plus facilement acheter sur Internet du sperme que de faire une liste d'attente à Paris ou en Suisse ou en Belgique pour ne pas connaître ni le donneur, ni la date de laquelle ils auront le sperme. Donc certains parle d'eugénisme. Moi, je discutais avec le président de cette entreprise qui disait que pour lui, l'eugénisme était une question de société, mais pas une question individuelle, que la sélection, une femme sélectionnait de toute façon son donneur. Donc voilà, ça, c'est des questions ouvertes aussi. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une société, entre guillemets, à deux vitesses, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui auront accès
un sperme de qualité parce qu'ils auront les moyens, et puis les gens normaux ou moins riches, moins fortunés, feront la file pour attendre un donneur de sperme. Je sais qu'en France, il y a des crises, on n'a pas assez de sperme dans les banques, en Suisse aussi. Donc voilà, là, c'est une ville qui est à Aarhus, au Danemark, où il y a une université avec 400 000 étudiants. Donc ils se sont installés dans une ville d'étudiants et les étudiants viennent gagner leur vie en donnant leur sperme. Voilà, système de cryoconservation dans l'azote liquide, c'est des cellules souches de cordon ombilical qui sont à Lugano, à la frontière italienne avec la Suisse. Donc en Italie, jusqu'à il y a 2 ans, c'était interdit de privatiser son cordon ombilical pour des cellules souches. Donc les gens envoyaient par courrier rapide, FedEx, DHL, leur cordon ombilical en Suisse. Et pour 4 000 €, vous pouvez les conserver 20 ans dans ces petites boîtes. Et si votre enfant est malade, vous pouvez décongeler et éventuellement utiliser les cellules souches de votre enfant pour soigner soit l'enfant, soit la mère. Voilà, des corps de Russes morts conservés dans un hangar à la sortie de Moscou. Des dents de lait, parce qu'on peut aussi conserver les dents de lait d'enfants où il y a des cellules souches qui sont jeunes à l'intérieur. Donc j'avais adoré la petite notice d'emploi qui a été traduite tellement de fois que ça devient un peu du mauvais français. Il disait n'attendez pas que la dent de votre enfant tombe, secouez vigoureusement pour arracher la dent. Donc je voyais le pauvre enfant lui dire c'est pour ton bien quand on te fait ça. Donc là c'est vraiment de la conservation, la même chose. Ils extraient les cellules souches à l'intérieur. Là, en Islande, grande problématique il y a une dizaine d'années. Là, vous êtes dans une salle à moins de 35 degrés avec 500 000 paillettes, exemples d'échantillons de sang. Et en fait, Dico Genetics, qui est une grande entreprise créée par un Islandais, a décidé de cartographier tous les Islandais. Donc, sur l'île en Islande, vous avez 300 000 habitants. Et il a réussi à demander un échantillon de sang à chacun. Donc ils ont recréé premièrement un arbre généalogique et deuxièmement, ils se sont dit qu'ils pourraient étudier un peu les problèmes génétiques du peuple islandais. Que ce soit d'essayer de trouver les problématiques de santé, mais aussi d'essayer d'imaginer que dans le futur, ça pourrait être intéressant. Il s'est passé une grosse problématique quelques années après, c'est que cette entreprise a été vendue à des Américains et que les Américains ont utilisé les données sensibles de ces Islandais pour les distribuer un peu à tout va. Donc le gouvernement islandais a dû recréer des nouvelles lois en catastrophe, de dire ces échantillons appartiennent aux Islandais et puis surtout le dossier médical ne doit pas être vendu ou donné. C'était plus ou moins accepté, sauf que le problème c'est que la loi disait que c'était à ce jour. Donc tout ce qui était avant, ils ont pu utiliser à tort et à travers les dossiers. Donc voilà l'exemple, je trouvais assez intéressant de photographier ça parce qu'on est vraiment dans cette question du futur. Comment on va pouvoir traiter nos données, que ce soit notre propre ADN, que ce soit nos dossiers qui circulent sur Internet, comment, dans la privatisation du vivant, on va pouvoir conserver un secret médical ou autre. Là, vous avez la capsule que je vous parlais avant. Donc là-dedans, pour 30 000 $, vous pouvez, chaque année, donc, vous pouvez conserver le corps d'un défunt. Ce qui est intéressant, c'est que le contrat est signé avant que la personne décède. Donc en règle générale, c'est plutôt les héritiers qui payent la facture et le défunt qui est conservé là-dedans. Là, voilà un exemple de conservation de cordon ombilical. Fyodorov, un ultra-orthodoxe chrétien qui avait créé cette idée justement du cyborg et du transhumanisme, où il pensait que Dieu était tellement juste qu'il ne nous avait pas créé pour une seule vie, mais pour plusieurs, et qui préconisait justement qu'un jour on arriverait à mélanger la technologie, l'informatique et la mécanique avec la conservation. Un système d'arbre généalogique islandais, mais version analogique. Là, vous avez 4 corps humains et un chien qui sont conservés dans de l'azote liquide. Voilà un exemple de paillettes de sperme que vous recevez par la poste si vous commandez au Danemark votre sperme. Ce qu'il faut imaginer, c'est que ce qui est intéressant, c'est que dans leurs statistiques au Danemark, 52% des clients sont des femmes seules, entre 35 et 50 ans, très éduquées,
Après, elle demande à connaître le donneur. Après, vous avez des couples de lesbiennes qui demandent à connaître le donneur. Et les familles classiques, comme on les connaît, qui ont des problématiques pour avoir des enfants, demandent à acheter du sperme d'anonyme. Ils ne veulent pas connaître le donneur. Et du coup, ils ont créé des statistiques qui sont étudiées et réétudiées par des sociologues et autres. Un exemple d'une section de cordon ombilical qui est conservée aussi pour les cellules souches, il l'appelle le cri de Munch parce que ça ressemble un peu. Voilà, là, je vais vite finir la partie data, donc les données informatiques. Voilà, ben vous avez entendu parler tous de Wikileaks, d'Edward Snowden, des problématiques de la NSA, de Prism et tout ça. Moi, quand j'ai commencé en 2009, on parlait déjà de Wikileaks, mais on ne connaissait pas encore Snowden. Et en Suisse, on a construit, durant la Deuxième Guerre mondiale, 26 000 bunkers, parce qu'on était entouré de la guerre, mais qu'on a toujours réussi à se faufiler là au milieu sans être attaqué. Ne me demandez pas, c'était pas toujours très clean, mais voilà, on a réussi à rester en dehors. Donc ces bunkers n'ont jamais été utilisés, ni pendant la guerre froide, ni pendant la Deuxième Guerre mondiale, et l'armée actuellement les vend. Alors ce bunker a été vendu 40 millions d'euros, ce qui est beaucoup d'argent, mais pas beaucoup pour la construction. Et là, c'est une entreprise suisse qui était spécialisée dans l'armement, qui s'est reconvertie dans les data centers et qui a créé un des grands centres de données informatiques. Donc, vous pouvez les envoyer depuis votre bureau à New York ou ailleurs. Vous achetez soit un serveur, soit une salle, parce que vous pouvez aussi déposer du physique. Et j'ai trouvé intéressant de voir que la Suisse, qui était classée comme secret bancaire, devient gentiment soit le secret des cellules souches, soit le secret des data. Donc ce bâtiment s'appelle le Swiss Fort Knox, en lien avec le Fort Knox, la grande banque américaine. Et j'ai téléphoné la semaine passée à ce directeur en lui demandant si je pouvais de nouveau y retourner. Il m'a dit que c'était impossible, qu'ils étaient devenus la 7e plus grande réserve d'or au monde. Donc les clients privés et les banques viennent déposer leur or là-dedans. Donc on est parti de données informatiques et puis on finit avec un mélange d'or, qui est quand même la valeur sûre dans la finance, et un mélange de boîtes. Il m'a dit, j'ai de plus en plus de clients qui débarquent avec des boîtes. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais nous, on stocke comme le secret bancaire l'a fait. Voilà un système à l'intérieur. Le style de corridor que vous pouvez rencontrer. Ça, c'est sous une église à Stockholm, sous l'église Sainte-Sophia. Là-dedans sont conservées une partie des archives de Wikileaks, les archives que vous avez tous entendu parler, parce que du jour au lendemain, tout le monde a été bombardé de l'information que Wikileaks avait lâché des secrets défense. Et là-dedans, vous avez 2 petits serveurs que vous allez voir juste là. Ces 2 petits serveurs bleus, les PowerEdge 610 et 410. Et ils sont conservés, alors naturellement pas seulement ici, mais cette entreprise-là a voulu donner accès à Wikileaks et l'utilise d'ailleurs beaucoup dans la presse et beaucoup comme communication, en disant voilà, nous on stocke toutes sortes d'archives, que ce soit des entreprises, des donneurs de données. Et voilà, on est actuellement dans une espèce d'augmentation quotidienne de consommation de data et de revente de data ou de mise à disposition de data en échange d'argent. Donc là, on discutait à midi, les 4 grandes entreprises, Facebook, Apple, Google et Amazon, gagnent 800 milliards de dollars par année grâce à nos data qu'on laisse sur Facebook, qu'on laisse sur nos comptes Gmail, nos comptes email et tout ça. Donc c'est un business qui est en train d'exploser et pour ça, naturellement, il faut pouvoir les conserver dans plusieurs endroits. En discutant avec ces entreprises, c'est vrai que maintenant, si vous perdez votre carnet d'adresse, votre secret de composition de votre produit ou vos contrats ou vos dossiers sensibles sur les Panama Papers, vous êtes foutu. Donc il faut des systèmes de conservation et d'archivage secret de vos datas. Là, à Genève, par exemple, qui est la 2e plus grande plateforme au monde d'échange de pétrole et de matières premières, on a des bureaux vides comme ça avec 400 ordinateurs qui sont ça s'appelle des bureaux miroirs où dessous vous avez un data center et si vous avez une grande entreprise de trading par exemple qui brûle ou qui tombe en panne, et ben en 2 heures ils peuvent rebooter et remettre toute l'information dans ces ordinateurs et ils amènent tous vos employés.
et vous avez les serveurs qui tournent en dessous. Et cette salle, ça fait plus de 6 ans qu'elle a été construite. Ils ne l'ont jamais utilisée, mais tous les 6 mois, ils remettent tous les ordinateurs à niveau. Donc c'est vraiment dans ce rapport commercial aussi entre la peur et le contrôle, comment on permet de créer un business en disant si vous perdez vos informations, on a les solutions, même très chères, mais on a les solutions, votre entreprise ne s'arrêtera jamais. Et dans le trading à Genève, par exemple, je sais que la plupart des entreprises financent et sont abonnées à ce genre de système parce qu'ils ont tellement peur que leurs ordinateurs s'arrêtent 2 minutes. Voilà le système de data center que vous pouvez trouver taillé dans la roche, ça c'est en Suède. Voilà la même salle qu'avant. Les archives physiques, hein, il ne faut pas qu'on les oublie, elles sont encore analogiques, elles sont encore très importantes. Et je vais juste finir avec une image, celle-ci, qui est un tube vide, qui paraît vide, et pourtant là-dedans vous avez toutes les sonnettes de Shakespeare. Vous avez le discours vidéo et son de Martin Luther King. Vous avez les 4 ou 6 pages du texte de Wansden and Crick qui ont découvert l'ADN. Et vous avez une photo, c'est-à-dire à peu près 1 mégabyte d'informations digitales qui ont été encodées dans de l'ADN. Donc en fait, là, vous avez de l'ADN vivant, entre guillemets. Alors, M. Gouillon peut-être pourra plus préciser. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, le stockage à long terme nous coûte énormément d'argent. 2%, par exemple, de l'énergie électrique qu'on utilise sont juste pour des data centers actuellement, et on explose au quotidien. Donc 25% de l'énergie, c'est des ordinateurs et tout ce qui est connecté dans le monde, de l'électricité. Donc là, le but, c'est de créer un stockage à long terme, et on a trouvé l'idée, c'est que si on encode de l'informatique dans de l'ADN, on pourrait stocker, par exemple, dans cette petite pipette qui fait 3-4 cm, 1 million de CD. Et alors, après, il me parlait, il disait, dans une barre céréale, genre un Mars, on pourrait mettre tout Internet. Donc moi, j'ai trouvé assez intéressant qu'on en arrive à cette idée-là. Il me disait, actuellement, ça coûte une fortune, mais dans 10-15 ans, on pourrait imaginer que chacun aurait un petit serveur ou petite clé USB avec un stockage à haut niveau à l'intérieur. Et pour moi, ça reliait tout le travail qu'il y a avant, cette question de génétique, comment la technologie évolue, et puis ces questions ouvertes, on avance extrêmement vite. Et je trouve qu'en discutant avec plusieurs scientifiques, en fait, la technologie et les biotechnologies avancent extrêmement vite, mais l'éthique et le juridique et la société est un peu mis en retrait. Et voilà, ce livre et ce travail est plutôt cette grande question-là, c'est de dire, voilà, il faudra à un moment donné, je pense qu'on se pose et qu'on discute de plein de choses avant d'aller plus loin, ou alors on fait confiance à tout ça en se disant qu'on verra bien comment on y va. Donc voilà, je vais passer la parole à mes 2 collègues, et puis après on pourra discuter ensemble. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je suis désolé, j'ai un peu débordé. Merci. Bonjour. Donc je vais vous parler un petit peu de biodiversité. En fait, c'est compliqué parce que je veux vous dire rapidement un certain nombre de choses sur ce que c'est que la diversité du vivant, parce qu'on en a souvent des idées un peu fausses. Et puis ensuite, je voudrais revenir un petit peu sur ce qu'a dit Yann à l'instant. Ah bah ça, alors, je ne suis pas du tout là où il faut. Voilà, je vous parlais de biodiversité parce que je pense qu'actuellement, effectivement, vous le savez sans doute, il y a une menace sur la biodiversité au niveau mondial. Et malheureusement, la vision qu'ont la plupart de nos contemporains de ce que c'est que la biodiversité me semble fausse. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, on a une vision très statique du monde vivant. Et je trouve ça assez surprenant. Je pense que ça vient pas mal du fait que notre culture est pas mal fondée sur une idée d'une création originelle. Et je pense que si nos grandes religions monothéistes ont repris cette idée d'une création originelle, elles n'ont même pas dû l'inventer. D'ailleurs, à mon avis, ça doit être quelque chose qui est très profondément imprimé dans notre vision du monde. Et quand on parle de la biodiversité, vous voyez, souvent, on montre des photos comme ça pour montrer comment c'est bien, qu'il faut les garder, et tout ça, que c'est beau. Et ça pose 2 problèmes, en fait. Le premier, c'est que c'est un peu manipulatoire, parce qu'on choisit évidemment les photos, et que si on en montrait d'autres, les gens trouveraient peut-être que la biodiversité, c'est un peu moins joli que ça, tout compte fait.
Mais surtout, le pire, c'est que ça donne de la biodiversité une image d'une collection de timbres, de quelque chose qui ne bouge pas, hein. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout comme ça, hein. Alors c'est ça le point un peu important dont je vais vouloir vous parler maintenant. Euh, Évidemment, reconnaître qu'il y a des espèces dans le monde vivant, qu'il y a différentes espèces, ça fait belle lurette qu'on sait le faire. Et d'ailleurs, probablement avant qu'on soit des humains, mon chat reconnaît très bien une souris d'un chien. Donc l'idée qu'il y a des espèces, c'est facile. Qu'est-ce qu'on fait de ces espèces? Qu'est-ce qu'on en déduit? Pendant longtemps, on a pensé d'ailleurs que les individus pouvaient passer d'une espèce dans l'autre. C'est-à-dire qu'une espèce était une catégorie de formes qu'on savait reconnaître, et puis que les individus pouvaient, à travers des métamorphoses, passer d'une espèce dans l'autre. Par exemple, ça, c'est l'image. C'est des images qui viennent de traités de botanique du XVIIe siècle, dans lesquels il était expliqué que certains arbres produisaient des feuilles qui tombaient dans l'eau et se transformaient en poissons, ou qui tombaient sur terre et se transformaient en oiseaux. Bon. De même, quand on a découvert le type qui a inventé le microscope au XVIIe siècle, s'appelait Van Leeuwenhoek, et l'une des premières choses qu'il a découvertes, c'est ses propres spermatozoïdes. Et tout de suite, on a fait ce petit dessin. Un de ses collègues, Hartsocker, a dessiné ce petit dessin que vous voyez à gauche avec un petit bonhomme dans le spermatozoïde. Et l'idée, c'était qu'effectivement, le spermatozoïde contenait le descendant. J'aime bien cette histoire parce que je voudrais que vous vous rendiez compte que vous savez tous que c'est pas comme ça que ça marche, hein, j'espère que c'est clair. Mais, et pourtant, il y a énormément de gens qui continuent à raconter ça aux enfants. Beaucoup de gens disent le papa met une petite graine dans le ventre de la maman. Il faut arrêter de dire des trucs comme ça, hein. C'est pas vrai du tout, hein. Vous vous rendez compte? Ça voudrait dire que la mère est un terreau plus ou moins fertile dans lequel germe l'enfant, produit du père, hein. C'est totalement faux. La graine, c'est la femelle qui la produit, hein. Donc, si un jour vous entendez quelqu'un qui dit ça à un enfant, vous dites non, non, ça c'est des histoires. En vrai, c'est la maman qui produit la graine. Le papa, il a mis un tout petit machin dans la graine de rien du tout. Bon, donc, mais en plus, donc, au XVIIe siècle, on pensait que ces graines, si elles tombaient dans la terre, ça fabriquait une mandragore, une plante hybride entre un humain et un végétal, hein. Voilà, donc il y a 400 ans, il y a un peu longtemps, mais enfin, c'est pas quand même la haute antiquité. On croyait encore à ces choses-là. Et on croyait donc à ces métamorphoses entre espèces. Or, les métamorphoses, en réalité, ça existe. Et au XVIIIe siècle, on a changé ça. On a décidé qu'il n'y avait plus de métamorphoses entre espèces. C'est-à-dire que les chiens ne font pas des chats, les spermatozoïdes humains ne peuvent pas faire des plantes, les arbres ne font pas des oiseaux, c'est fini. Bon, on rigole plus avec ça. Sauf que des métamorphoses, ça existe quand même. Et là, par exemple, vous avez une métamorphose d'une chenille qui devient un papillon. Donc, si on dit qu'il n'y a pas de métamorphose entre espèces, on est obligé de dire que cette chenille et ce papillon appartiennent à la même espèce. Mais c'est drôlement embêtant parce qu'ils ne se ressemblent pas du tout, hein, entre nous. Donc, si une espèce était un ensemble d'individus qu'on sait reconnaître, ça ne marcherait plus. Donc, on est obligé de changer au XVIIIe siècle le concept même d'espèce et de dire une espèce, c'est un ensemble d'individus qui s'engendrent les uns les autres, et tant pis s'ils n'ont pas la même tête. Ça change tout, hein. Ça donne à l'idée d'espèce une temporalité, si vous voulez, hein, quelque chose qui passe à travers les générations et qui ne se résume pas à la forme. Alors, ça va permettre de mettre en place toute une classification du vivant. Ça, c'est un grand Suédois qui s'appelle Linné, donc qui a fait ça, et qui va créer un système de la nature dans lequel il classe toutes les espèces, il les regroupe en genre, en ordre, en classes, etc. Et il fait ça sur une base théorique extrêmement claire. Il dit que toutes les espèces tiennent leur origine de leur souche en première instance de la main même du Créateur Tout-Puissant, car l'auteur de la nature, en créant les espèces, imposa à ces créatures une loi éternelle de reproduction et de multiplication dans les limites de leur propre type. C'est une phrase très complète, hein, qui explique donc que les espèces ont été créées, c'est les espèces le produit de la création, et que ces espèces sont éternelles et immuables, hein. Donc oui, le monde sur lequel se base notre vision de la biologie au XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières, un moment où naît la science occidentale moderne, c'est un monde parfaitement stable, un monde qui ne bouge pas, un monde créé une fois pour toutes. Si vous voulez sauver la biodiversité, c'est aussi expliqué dans la Bible, il suffit de prendre un couple de chaque espèce et de le mettre dans un bateau et puis tout le monde sera sauvé. Alors ça, on sait que ça ne marche pas. On sait que ça ne marche pas parce que si vous prenez juste un couple, les descendants vont devoir se croiser entre eux, ça va faire de la consanguinité, je vous préviens, ça ne marchera pas. Mais on va... donc on va prendre en compte le fait qu'il y a besoin d'un peu de diversité dans les espèces, mais n'empêche que, du fait de cette vision extrêmement fixiste et extrêmement séparée des espèces, eh bien, on va avoir une vision qui est totalement fausse de ce que c'est que la diversité, puisqu'on a l'idée de quelque chose qui a été créé au départ. Et malheureusement, eh bien, tout ça est véhiculé par la manière dont on enseigne les sciences de la vie, comme on dit aujourd'hui, et de la Terre,
puisqu'on présente les choses de cette façon-là en disant, voilà, les espèces, c'est comme ça, hein. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout comme ça. Derrière ça, en plus, il y a le fait que bien plein de gens, il y a une vision très très béate de la nature dans laquelle on pense que la nature est bien faite. Alors ça, j'aurais pas le temps d'en discuter beaucoup. Si vous voulez, on en reparlera dans la discussion finale. Au XVIIIe siècle, ça a abouti à des excès. On avait au Jardin des Plantes à Paris Bernardin de Saint-Pierre qui a écrit que le melon a été divisé en tranches par la nature afin d'être mangé en famille et que la citrouille étant plus grosse, c'est faite pour être mangée avec les voisins. Donc vous voyez que tout est fait pour que tout aille bien, quoi. C'est vraiment merveilleux, hein. Et il va falloir attendre la fin du XVIIIe siècle et début du XIXe pour que Cuvier découvre que les espèces s'éteignent. Donc finalement, elles ne sont pas immuables. Elles ne sont pas éternelles, pardon. Et il va falloir attendre Darwin, 1859, pour qu'on comprenne que les espèces, non seulement ne sont pas éternelles, mais qu'en plus, eh bien, elles se transforment. Alors, Lamarck l'avait déjà dit avant, mais sur des bases tellement fausses qu'on va le zapper aujourd'hui. Darwin fonde sa théorie sur la sélection naturelle, donc sur l'idée que, eh bien, dans un environnement donné, il y a des individus différents, que ces individus différents vont donner des descendants, que certains vont mieux réussir que d'autres parce que, étant donné la situation, ceux-là sont plus capables de survivre ou de se reproduire que les autres, et que ceci permet d'expliquer l'émergence de toutes les formes vivantes. Et donc, dans l'origine des espèces, publié en 1859, Darwin reprend toutes ces idées et il met un schéma. Ouais, ça va, il sort bien. Important, mais qui est beaucoup. Alors voilà, moi je trouve ce schéma extrêmement important. J'aurais malheureusement pas le temps de vous l'expliquer en détail. D'habitude, je mets à peu près 1 heure pour l'expliquer. Mais là, on va pas faire comme ça, rassurez-vous. Le temps va de bas en haut. Ça, c'est parce que Darwin était géologue, et chez les géologues, les couches les plus basses, c'est les plus anciennes. En plus, il le fait par couche. Ça aussi, c'est un truc de géologue. Bon. Mais la dimension horizontale, c'est une dimension très abstraite de différence écologique. C'est-à-dire que plus 2 points sont éloignés, plus ça veut dire que les organismes sont différents. Alors, il part d'un certain nombre de formes. Regardons par exemple la forme A. Et à chaque pas de temps, la forme A, enfin n'importe quelle forme, produit des nouveautés. Il y a tout le temps de la nouveauté qui se produit. Et ces nouveautés, pour la plupart, vont s'éteindre. Parce qu'elles sont en compétition les unes avec les autres, qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Seules certaines vont se maintenir, et en général, celles qui se maintiendront, c'est celles qui sont les plus différentes, parce qu'elles sont moins en compétition entre elles que les formes qui sont les plus proches. Donc le résultat, c'est que les lignées vont avoir tendance à s'écarter. Et donc ce processus, donc derrière le principe de sélection naturelle, Darwin ajoute un deuxième principe, le principe de divergence. Et c'est ce qui explique l'émergence de toutes les formes vivantes, de toutes les espèces. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque 2 lignées comme ça se séparent, eh bien, au bout d'un moment, elles vont devenir assez différentes pour qu'on ait envie de les appeler des espèces. Évidemment, ça ne sera jamais complètement net. D'ailleurs, les biologistes ne seront jamais d'accord entre eux pour savoir si jamais ça, c'est bien 2 espèces ou si c'est seulement 2 sous-espèces, etc. Ils passent leur temps à se chicaner là-dessus. Ça n'a aucun intérêt. En tout cas, les espèces donc, sont le produit de ce processus de divergence et sont des choses pratiques pour nommer les formes vivantes. Ce ne sont pas des entités extrêmement bien fixées. Et pas du tout, au contraire. Vous voyez que c'est l'un des points les plus importants de ce schéma. C'est donc effectivement, au fur et à mesure que 2 lignées se séparent, on va pouvoir les appeler des variétés d'abord, après on va les appeler des sous-espèces, après on va les appeler des espèces, et puis ensuite des genres, des familles, etc. Donc il y a un continuum dans les degrés de différenciation entre les formes, et donc la biodiversité, c'est tout ça. Cette biodiversité, elle se fabrique constamment, elle change tout le temps. Vous voyez qu'évidemment, dans le temps, c'est jamais 2 fois la même chose. Donc l'idée qu'on pourrait conserver la biodiversité est une idée fausse. On ne peut pas conserver la biodiversité, en tout cas pas telle qu'elle, puisque ça change tout le temps. Et puis le troisième point que je voulais vous faire remarquer, c'est qu'il y a constamment des extinctions dans ce schéma. Si vous regardez le nombre de rameaux qui s'éteignent, il est énorme, il y en a plus de 100. Et la biodiversité procède de ces informations. Ça, c'est un point peut-être un peu difficile parce qu'on a toujours l'idée que l'extinction, c'est l'ennemi de la biodiversité. Mais s'il n'y avait pas d'extinction, il n'y aurait pas de biodiversité. J'ai un ami qui s'appelle Jean-Claude Amezen, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, il parle le matin souvent à France Inter, enfin tous les samedis matins. Et il a écrit un livre qu'il appelle « La sculpture du vivant ». Il travaille sur la mort cellulaire. Et il a fait remarquer, par exemple, que quand on est embryon, on a les doigts soudés. Et c'est la mort de nos cellules qui permet aux doigts de se séparer. Donc c'est la mort de nos cellules sculpte notre corps. Je voudrais que vous compreniez que l'extinction sculpte la biodiversité. S'il n'y avait pas d'extinction, les rameaux ne se sépareraient pas, on resterait avec des trucs cohésifs comme ça. C'est les extinctions qui, en faisant éteindre les formes qui sont intermédiaires, permettent à des branches différentes de se différencier.
Donc l'extinction fait partie de la biodiversité. Elle n'en est pas l'ennemi en elle-même. Simplement, l'extinction et la divergence des lignées doivent être dans un rapport tel que le système se maintienne de façon dynamique, c'est-à-dire que les extinctions sont constamment compensées par le fait que les lignées divergent. Et j'insiste là-dessus, les extinctions ne sont pas compensées par des apparitions d'espèces. Les espèces n'apparaissent pas. Les extinctions sont compensées par la divergence de lignées préexistantes. C'est un processus compliqué quand même, hein. Mais ce que je voudrais que vous compreniez bien, c'est que donc la biodiversité, c'est le résultat de cette dynamique constante d'extinction et de divergence. Alors, pourquoi c'est important par rapport à ce que nous a montré Yann tout à l'heure? Eh bien, bon, excusez-moi, ça, c'est pas très important. Oui, je passe là-dessus parce que je veux qu'on aille vite. Darwin s'est rendu compte rapidement qu'il avait beaucoup de mal à expliquer ce qu'il racontait aux gens. Et il a écrit d'ailleurs dans une lettre à un ami, « Je suis souvent désespéré d'obtenir que la majorité des naturalistes simplement me comprennent. Des gens intelligents qui ne sont pas des naturalistes et qui n'ont pas une idée bigote du terme espèce montrent plus de clarté d'esprit. » L'idée que le monde est fait, la diversité est faite d'espèces et que ces espèces, il faut les conserver telles quelles, eh bien, c'est une idée qui est tellement forte que Darwin se rend compte qu'il ne va pas y arriver, qu'il ne va pas arriver à faire comprendre son idée de processus évolutif. Et c'est vrai que quand on parle de biodiversité, si vous tapez biodiversité sur le web, eh bien, vous allez voir sortir espèces tout le temps. Et que si vous faites un micro-trottoir, ça ne rate pas, vous demandez aux gens qu'est-ce que c'est que la biodiversité, c'est la diversité des espèces. Et non, la biodiversité, c'est la diversité des individus. Elle est structurée par cet arbre que je vous ai montré tout à l'heure, mais les espèces ne sont que des constructions humaines pour arriver à se repérer dans ce fouillis. Et malheureusement, on a toujours tendance à vouloir dire que, et d'ailleurs c'est ce qu'on enseigne dans les écoles, les espèces, c'est des groupes d'individus qui se reproduisent entre eux, qui se reproduisent dans l'espèce et qui ne se reproduisent pas avec les autres. Dans la réalité, ça ne marche pas du tout bien, hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours des tas d'individus qui font des trucs qu'ils ne devraient pas. Bon, alors ça, probablement ça n'est rien, mais vous savez sans doute qu'entre les chevaux, les ânes et les zèbres, on arrive à faire des tas d'hybrides. Et qu'on dit que les mulets sont stériles, mais qui ne sont pas tous stériles. De la même façon, d'ailleurs, on a longtemps cru que les lions et les tigres étaient incapables de se croiser, mais on a découvert qu'ils se croisaient. Et quand il y a eu les petits, c'était intéressant. L'aspect religieux de ces espèces est ressorti tout de suite. Les gens ont dit « Oh, mais les petits vont être stériles. » Sainte espèce, priez pour nous. Eh ben, c'est raté. Les petits ne sont pas stériles, on a déjà la deuxième génération. Et je veux d'ailleurs vous signaler un truc connu depuis longtemps, mais qu'évidemment on cache soigneusement pour ne pas traumatiser les enfants. C'est quoi ça, d'après vous? Eh ben, c'est un hybride de chèvre et de mouton, hein. Et voilà, les chèvres et les moutons, ils font des hybrides, et ces hybrides sont fertiles, hein. Et c'est intéressant parce que les chèvres et les moutons, ce n'est pas seulement des espèces différentes, c'est des genres différents. C'est-à-dire que dans la hiérarchie de la classification, c'est assez loin. Et les caprins et les ovins, bon, et ça marche, ça fait des hybrides fertiles. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, ne vous laissez pas embarquer dans cette vision espèce, etc. Ne vous laissez pas embarquer dans une vision dans laquelle le monde vivant est fixé avec une structure immuable. C'est absolument pas comme ça que ça marche. La biodiversité, ça change tout le temps. Il n'y a pas moyen de la conserver telle qu'elle. Je passe là-dessus. Et c'est difficile parce qu'on a tous, dans notre culture, cette vision de la genèse et d'une création comme ça, hein. Et j'entends des gens, moi, qui croient avoir un discours évolutionniste et qui me disent, en fait, ils remplacent le mot créateur par le mot évolution. Ils disent, l'évolution a créé les espèces. Vous voyez, au lieu de dire le créateur a créé les espèces, l'évolution a créé les espèces. Et encore mieux, et à la fin, elle a créé l'homme. Alors là, excusez-moi, mais c'est complètement faux, hein. On est loin d'être les derniers à être arrivés sur Terre. La dernière espèce qu'on ait vue apparaître, à ma connaissance, c'est les moustiques du métro londonien. Vous voyez qu'il n'y a pas de quoi en faire un plat. Et donc, il faut arrêter de voir cette image de la biodiversité comme un ensemble figé, et il faut la voir comme une dynamique constante. Je voudrais insister là-dessus. Donc ce système, ce dessin de Darwin, je vous engage à vraiment essayer de le réfléchir et à comprendre que nous sommes dans une dynamique biologique permanente et que du coup, est-ce qu'il y a un équilibre de la biodiversité? S'il y a un équilibre, ça ne peut pas être un équilibre stable. Vous voyez, cette bouteille-là, elle est en équilibre stable, c'est-à-dire que si je la pose, elle se ferme, si jamais je la bouge un peu, elle revient, puis si jamais je la bouge trop, alors là, elle tombe. Bon, ça, c'est un équilibre stable. Mais en réalité, la biodiversité, ce n'est pas du tout comme ça, hein.
Oui, pardon, ça c'est. Par exemple, ça c'est un équilibre pas très stable, mais stable quand même. C'est-à-dire que si vous le bougez, il y a des gens qui voient que la biodiversité comme ça, ils disent oh là c'est fragile, si on pousse trop ça va tomber, etc. Mais c'est pas comme ça. La biodiversité, vous avez bien compris que elle ne se maintient que parce qu'il y a des extinctions et des divergences. Donc c'est le mouvement qui maintient la biodiversité. On appelle ça un équilibre dynamique. Un équilibre dynamique, c'est un truc qui se maintient parce qu'il bouge, comme un vélo. Si je vous montre cette photo, c'est intéressant d'ailleurs, j'ai remarqué. Vous voyez cette photo? Eh ben, vous savez qu'il est en train de bouger, le gars. Pourtant, elle ne bouge pas, la photo. Mais vous savez qu'il est en train de bouger. De deux choses une, d'ailleurs. Ou bien il est en train d'avancer, donc ça va, ou bien il est en train de tomber. Mais il ne peut pas être comme ça, de façon stable. Eh bien, un équilibre dynamique, c'est comme ça que ça marche. Vous pouvez calculer les forces qui font que ça tombe d'un côté ou de l'autre. Mais si vous vous dites, ouh là là, j'ai peur, je vais tomber, je m'arrête, c'est là que vous tombez. Donc, vous voyez que la biodiversité, si jamais on essaye de la figer, eh ben c'est là qu'on va lui faire se casser la figure. J'espère que vous me voyez venir par rapport à ce que racontait Yann Magard tout à l'heure. Les équilibres dynamiques, on en connaît d'autres. Un avion, ça se maintient en l'air parce que le fait qu'il avance crée une dépression au-dessus des ailes qui le fait porter. Un satellite, c'est parce que ça se maintient. Notre corps est en équilibre dynamique avec son environnement, parce qu'on mange, on excrète, on respire. C'est ça qui fait qu'on se maintient en vie. D'ailleurs, si quelqu'un vous disait, comme nos amis russes de tout à l'heure, mais de votre vivant, je tiens à toi, je veux te conserver, je vais te mettre au frigo, et bien là, vous ne seriez pas d'accord, parce que vous savez bien que votre être, c'est par sa dynamique qu'il se définit, c'est pas seulement par sa structure figée. Donc voilà, il faut bien comprendre qu'on est dans un système dynamique, que la biodiversité, c'est de la dynamique, que tout ça, ça n'existe que parce qu'on avance, et que c'est seulement l'avancement de la biologie qui fait ça. Donc vous me voyez venir mettre les choses au frigo. C'est conserver l'état, mais ce n'est pas conserver la dynamique. Or, justement, c'est de ça qu'on a besoin si on veut conserver la biodiversité. Or, alors je voudrais vous dire que deux choses. Premièrement, dans ce schéma, la question de savoir comment se produisent les nouveautés à chaque instant, eh bien, elles se produisent sous l'action de phénomènes génétiques, ça c'est ma spécialité, la génétique, qui donc produisent constamment de la diversité. Il n'y a qu'à voir, quand on fait des enfants, ils ne sont pas tous pareils, il n'y a rien à faire. Et même si vous voudriez, non. Et même si vous vous cloniez, ça ne serait pas vous l'autre. Je vous préviens. Ça rate toujours les parents qui essayent de se reproduire. C'est une drôle d'expression. En français, on dit que les individus se reproduisent. On ne se reproduit pas. Vous avez remarqué. Bon, donc, on produit quelque chose d'autre là. On lui a transmis des trucs, mais c'est tout. Et effectivement, donc, il y a donc une hérédité. C'est la particularité de la biologie. C'est ça qui fait que la biologie est différente de la physique. On étudie des objets qui, en produisant des descendants, leur transmettent quelque chose qui est de l'ordre de l'information. Et ça rejoint ce que vous voyez ici, c'est que cette idée d'information transmise est devenue un thème central de nos technologies et un peu de nos sciences. Alors j'en profite pour faire un peu de pub. Au fond, le 20 avril, là, sortira un livre chez Odile Jacob qui s'appelle « Le fil de la vie », que j'ai commis avec deux collègues, sur justement ces questions d'information et de transmission, le fil au sens Twitter, de la vie, c'est aussi bien l'hérédité que l'information culturelle, que l'information des écosystèmes. Et je pense que si on veut comprendre le monde d'aujourd'hui, il faut vraiment le regarder avec cet éclairage d'information. Donc, la génétique, c'est de là que démarrent toutes les différences, puisque toutes les différences entre individus viennent de différences génétiques. Et il s'est trouvé qu'au XXe siècle, il y a eu une période où on s'est dit que la diversité, c'était pas bien, qu'il fallait homogénéiser les choses et que c'est comme ça que c'était mieux. On a fait ça sur les humains. Ça s'est appelé l'eugénisme. Alors, je n'ai pas le temps de vous développer cet aspect-là, ça serait très intéressant, mais j'en ai pas le temps. Je voudrais quand même que vous sachiez qu'aux États-Unis, on a stérilisé 65 000 personnes considérées comme ayant des mauvais gènes, qu'on en a stérilisé encore plus dans les pays scandinaves. Et d'ailleurs, en Suisse, pas mal aussi. Alors en France, on n'a stérilisé personne parce qu'en France, à l'époque, on n'avait rien compris à la génétique. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. Et évidemment, l'extrême de cette vision, donc de la pureté de la race, le jeu consistait à maintenir la pureté de la race et à éliminer tous les individus anormaux. Et donc, ça a été bien sûr le nazisme. Et l'eugénisme s'est arrêté à la suite de Nuremberg parce que les excès du nazisme avaient conduit à ce qu'on se rende compte que ça n'allait pas, cette affaire. Il s'est arrêté officiellement, mais il y a des nouvelles formes, et le transhumanisme dont on vous a parlé, c'est la nouvelle forme de l'eugénisme, l'idée de fabriquer l'homme de demain, immortel, etc. Grâce à Nuremberg, on a quand même arrêté un petit peu d'homogénéiser les humains par une sélection folle. Malheureusement,
dans les milieux agricoles, on a continué. Et donc, l'agriculture a détruit la diversité des formes cultivées. Or, ça aussi, ce serait tout un sujet sur lequel je ne vais pas m'appesantir maintenant, on pourra en reparler, mais la diversité des plantes cultivées s'est fabriquée progressivement par exactement le même processus que l'arbre que je vous ai montré de Darwin, mais dans les champs. L'arbre de Darwin, il est pour la nature, mais dans les champs, qu'est-ce qui se passait? Chaque paysan ressemait ses semences, qui sélectionnait les plantes qui avaient la meilleure tête pour ressemer l'année d'après. Et donc, en fait, progressivement, chaque paysan possédait une des lignées de cet arbre, et chaque paysan possédait un stock génétique différent de ses voisins. Bien sûr, quand ils avaient besoin, ils échangeaient un petit peu avec les voisins pour redonner un petit peu de diversité dans leur champ, et ils recommençaient. Du néolithique jusqu'au XXe siècle, les paysans ont fabriqué une diversité incroyable de plantes cultivées. À partir de quelques plantes de départ, ils ont fabriqué énormément de diversité. Mais au XXe siècle, on s'est dit qu'il fallait homogénéiser tout ça. Et l'eugénisme pratiqué sur les humains, ça a été de la rigolade par rapport à ce qu'on a fait progressivement avec les plantes cultivées. On a fait ça, et puis on a donc progressivement fabriqué des systèmes de culture totalement homogènes. Et on a mis en place une perte totale de diversité. Et c'est devenu d'autant plus inquiétant que maintenant, en fait, on a fait une chose catastrophique, et c'était difficile d'imaginer à l'époque que c'était catastrophique. C'est que les agriculteurs se sont dit, au fond, c'est quand même un boulot un peu différent de fabriquer du blé pour l'envoyer chez le meunier et de fabriquer des semences de blé pour réensemencer l'année prochaine. Alors on va se spécialiser. Certains produiront les semences, d'autres produiront la graine pour les meuniers. Ceux qui produisent les semences, on les appelle les semenciers. Et évidemment, eux, c'est eux qui vont produire les semences pour tout le monde. Le malheur, c'est que du coup, au lieu de fabriquer cette diversité constamment par le fait que chaque agriculteur reproduise ses semences, les semences reproduites ne sont plus que celles des champs des semenciers, c'est-à-dire presque rien comme diversité. On s'est rendu compte dès le milieu du XXe siècle qu'on était en train de perdre la diversité des plantes cultivées. On appelait ça l'érosion des ressources génétiques. Et tout le monde se posait la question, comment limiter l'érosion des ressources génétiques? C'est extraordinaire. Dans les années 70, on avait l'impression qu'on avait tout compris. C'était les 30 Glorieuses, on était sûr d'être vraiment les maîtres du monde, on avait tout compris. Et on se demandait comment ne pas perdre la diversité des plantes cultivées, alors qu'en fait, c'était des agriculteurs qu'on considérait comme beaucoup moins doués que nous, ceux du néolithique jusqu'au XXe siècle, qui l'avaient fabriqué, cette diversité. Et au lieu de se demander comment remettre en œuvre des processus qui fabriquent de la diversité, on se demandait juste comment la perdre le moins vite possible, comment limiter l'érosion. Bon, ça, c'est la première erreur. Donc, on a mis en place un système qui perd la diversité. Mais en plus de ça, on a fabriqué un lobby, le lobby des semenciers, qui est quand même extrêmement puissant et qui empêche, et dont le but, évidemment, c'est que tous les agriculteurs leur achètent leurs semences. Donc, d'empêcher les agriculteurs de ressemer leurs semences. L'un des exemples intéressants, par exemple, ça a été un procès qui a eu lieu au Canada au début du XXIe siècle. M. Percy Schmeiser produisait des colzas, il les reproduisait chaque année, et il ressemait ses propres semences. Mais ses voisins, eux, ils achetaient des colzas Monsanto. Et les colzas Monsanto, ils sont brevetés. Ça veut dire qu'il y a des brevets sur les gènes dans leurs colzas. Bon, M. Schmeiser, lui, il reproduisait ses semences à lui, il s'en foutait. Sauf que les pollens, c'est comme la radioactivité de Tchernobyl, ça ne s'arrête pas au bord des champs. Vous voyez, ça traverse, quoi. Et donc, évidemment, les colzas de M. Schmeiser recevaient les gènes des plantes transgéniques des champs autour. Et du coup, Monsanto s'en doutait, ils sont venus prélever des graines dans le champ de M. Schmeiser, ils ont montré qu'il y avait leurs gènes brevetés à l'intérieur, et ils ont dit, oh là, il y a nos gènes brevetés, vous n'avez plus le droit de semer vos semences, elles sont à nous. Alors Schmeiser a dit, mais vos gènes, je ne suis pas allé les chercher, ils sont venus tout seuls avec le vent. Et Monsanto a dit, oui, on est d'accord, vous n'êtes pas allé les chercher, mais ils sont venus, c'est pas votre faute, mais c'est pas la nôtre non plus. Nos gènes sont brevetés, vous n'avez plus le droit de semer vos semences. Et ils ont gagné. Donc le résultat, c'est que M. Schmeiser n'a plus le droit de semer ses semences. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous faites une plante, transgénique ou pas, à la limite on s'en fout, mais avec un brevet sur les gènes. Et c'est ça que font pratiquement tous les producteurs de semences aujourd'hui. Vous mettez des brevets sur les gènes. Vous laissez le vent emmener les gènes chez le voisin, et la plante du voisin est à vous. Le résultat, c'est que la diversité des plantes cultivées s'effondre à une vitesse folle, qu'il y a une guerre des semences absolument incroyable, et que l'effondrement de cette diversité est préoccupant. Et donc, comme vous l'a dit Yann, eh bien, il y a là, maintenant, aujourd'hui, la solution. Excusez-moi, ma photo est beaucoup moins jolie que les siennes. Donc, l'Arche de Noé de Svalbard. Alors, vous voyez, c'est extraordinaire. On va congeler la biodiversité, on va la mettre dans un frigo,
Donc exactement ce qu'il ne faut pas faire avec une dynamique comme celle de la biodiversité. Hein. On met dessus des images comme l'Arche de Noé. Le truc, c'est bien sur le plan, si vous voulez, de l'image peut-être, mais n'empêche que c'est faux. Hein. Je vous l'ai dit, l'Arche de Noé, ça ne marche pas. Donc on est dans un système dans lequel on est en train d'appliquer des images mentales qui sont très positives sur quelque chose qui est catastrophique. Croire qu'on maintient la biodiversité en la mettant ex situ, c'est-à-dire en la sortant de son environnement, en ne laissant plus les plantes vivre, mais en les gardant dans un frigo, eh bien, c'est tuer la biodiversité. Et c'est d'autant plus la tuer que des vraies banques de graines, hein, tous les 10 ans, en gros, on ressème les plantes pour redonner du pouvoir germinatif, et puis on les fait germer, on prend des nouvelles graines et on les remet, de manière à ce que les graines puissent germer. Là, il n'y a pas les moyens de faire ça. Donc les graines vont rester dans ce frigo et elles vont mourir. Enfin, elles vont devenir incapables de germer. C'est très curieux, à quoi ça sert de faire un truc pareil? Ben, c'est pas compliqué. Si vous avez que des graines mortes dans votre frigo, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas fabriqué une arche de Noé, en réalité, vous avez fabriqué un cimetière souterrain de graines. Hein. À quoi ça peut servir? Les graines sont mortes, certes, mais dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a leur ADN. Donc, si jamais vraiment un jour on a besoin de diversité, les boîtes de biotech vont travailler pour faire ce qu'on appelle la biologie synthétique, ils ressusciteront les graines mortes et à partir de là, ils ressortiront la biodiversité. C'est génial parce que la biodiversité ne sera plus accessible qu'aux boîtes de biotech, puisque ça sera sous forme de graines mortes. On est en train de mettre en place un système dans lequel on met toute la technologie du XXIe siècle au service d'une vision de la diversité qui date d'avant Darwin. On est en train de faire de la technologie de haut niveau pour une science totalement dépassée. Et on est en train de mettre en danger toute l'humanité. Parce que le fait de faire des cultures aussi homogènes que ce qu'on fait actuellement, immanquablement, je vous le garantis, un jour ou l'autre, il y aura des épidémies monstrueuses sur les champs de plantes cultivées, parce qu'ils sont trop homogènes. Et le jour où ça arrivera, eh bien, il y aura des centaines de millions de gens qui mourront de faim. Voilà le résultat de ce qu'on est en train de préparer. Et je vous garantis, je voudrais vous donner un petit exemple d'ailleurs, parce que ce que j'espère, c'est que ce jour-là, quand vous apprendrez ça, vous vous souviendrez de ce qu'on vous a dit là, et vous vous direz, ah bah oui, c'est normal, on avait trop homogénéisé les choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que peut-être certains d'entre vous ont entendu parler, il y a une bactérie qui tue des oliviers en Italie. Ah, vous avez entendu parler de ça? Un journaliste du Monde qui s'appelle Stéphane Foucard, qui s'occupe de ces questions, m'appelle il n'y a pas longtemps, il me dit... dis-moi, tu connais cette histoire de bactéries qui tuent les oliviers? Je lui dis, non, j'y connais rien. Puis il me dit, ouais, t'as pas des idées? Alors je lui dis, bah, il y a quand même un truc que je voudrais savoir, c'est quelle est la diversité génétique des oliviers? Parce que les oliviers, ça se bouture. Alors si ça se trouve, c'est pas très hétérogène. Il me dit, ah, bah, tiens, en effet, c'est une bonne question. J'ai rencontré un type qui travaille sur la diversité génétique des oliviers. Il raccroche, il me rappelle 1 heure plus tard, il me dit, bingo, et j'ai appelé le gars. Il a fait une carte de la diversité génétique des oliviers, et les 3 zones où il avait repéré qu'il n'y avait pas de diversité, c'est les 3 zones qui sont en train d'être bousillées par la bactérie. Et ce qui est remarquable, vous voyez, c'est qu'il a publié ça dans Le Monde, Foucard. Personne ne l'a remarqué. Et l'histoire qu'on continue à raconter, c'est qu'il y a une méchante bactérie qui attaque les oliviers. Alors que la vraie histoire, c'est on a déconné, on a mis le même olivier sur des milliers d'hectares, et du coup, il y a des bactéries qui tuent ces oliviers. Donc la prochaine fois que vous entendrez dire qu'il y a une méchante épidémie qui a attaqué une culture, vous ne vous laissez pas avoir. Demandez quelle était la diversité génétique de cette culture, et je vous prends le pari que cette culture, elle n'avait pas de diversité génétique. Donc on est en train d'exploiter un système de diversité. Je vous l'ai dit, la diversité, c'est comme un vélo, ça se maintient que parce que ça bouge. Si jamais on continue, comme on est en train de le faire, à arrêter le vélo, eh ben je vous garantis que le résultat ne sera pas bon. Et donc... Je pense que c'est important que des gens comme Yann Mingard, comme d'autres, montrent à quel point c'est important de réfléchir à ce qu'on est en train de faire avec toutes ces histoires. Que le fait de mettre les choses dans la glace, ce n'est pas la solution. Que la diversité des plantes cultivées, et c'est tout à fait indépendant, mais oui, ça c'est Vavilov, hein. La diversité des plantes cultivées qu'a étudié Vavilov, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Et je pense que c'est notre devoir de citoyen d'exiger que les pouvoirs publics redonnent aux paysans la capacité à remettre de la diversité dans leurs champs et à produire de la diversité. Voilà, je vous remercie. Bien, alors le défi est vraiment élevé parce que après Yann et Pierre-Henri, que vais-je pouvoir vous raconter? Je vais être
un peu, quand même bref. J'ai eu la chance d'être associé au travail de Yann il y a 3 ans, 2-3 ans, quand tu es venu me voir à l'agence spatiale. Je me suis demandé pourquoi il venait me voir moi dans l'endroit qui est le mien. Donc, comme je vous le disais, je travaille au CNES, Centre national d'études spatiales, mais il se trouve que j'ai quand même quelques accointances avec le sujet d'aujourd'hui, ne serait-ce que parce que j'ai eu la chance de travailler longtemps dans le laboratoire de Pierre-Henri Gouillon et que l'on continue à réfléchir ensemble dès que l'occasion nous est offerte, comme aujourd'hui. Donc, vous offrir simplement en quelques minutes les quelques points de réflexion que d'abord le travail photographique de Yann a fait naître dans mon esprit, et puis des choses aussi que Pierre-Henri a pu m'apprendre durant nos longues années de compagnonnage. Travaillant effectivement dans le spatial au quotidien, permettez-moi d'abord de prendre, on va prendre quelques centaines de kilomètres d'altitude. Et évidemment, ce dont nous parlons depuis le début de l'après-midi, c'est du vivant. Mais du vivant sur cette planète Terre. Et je n'ai pas de très belles images à vous montrer, mais vous les connaissez toutes, ces images que depuis bientôt 60 ans, des satellites ou des humains prennent depuis l'espace. C'est prendre juste quelques secondes la mesure de ce que nous sommes, nous, comme êtres vivants, sur cette petite planète, au sein d'un univers, là je pense que tu accepteras le terme, Pierre-Henri, d'un univers dont nous ne connaissons pas les limites, et peut-être même qu'il y a d'autres univers, mais nous ne les connaîtrons jamais. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a peut-être des extraterrestres, peut-être. Mais jusqu'à présent, en tout cas, mes collègues me l'ont encore redit hier, notre planète est singulière, en particulier parce qu'elle porte des êtres vivants. Les espèces, vous avez compris, on n'en parle plus, et nous en faisons partie. Dans ce sens-là, vous savez, on joue toujours avec le mot macrocosme et microcosme, en réfléchissant à ce moment que nous passons ensemble, et au fond, la Terre est un microcosme au sens où cette planète, avec tous les êtres qui y sont, cette réalité, est une totalité, est une singularité, un petit cosmos qui n'est certainement pas aussi parfait que le cosmos des anciens, mais qui fonctionne, ça tourne. Bon, là, on vient bien voir qu'il faut faire attention parce que c'est quand même fragile, mais en même temps, ça tourne. Donc il y a cette dynamique, et le jour où ça ne tournera plus, ce sera la mort pour tout le monde, en tout cas sans doute pour nous dans les tout premiers. Donc vraiment quelque chose de singulier. Et je crois que si l'espace nous a apporté quelque chose depuis 60 ans, c'est peut-être simplement ce regard et le fait de prendre conscience, savoir, toucher presque du doigt cette singularité. Dans l'espace et dans le temps. Parce que ce qui est aussi fantastique avec tout ce que les sciences de l'astronomie nous apportent, c'est que nous apprenons des choses sur des lieux ou ce que nous sommes, nous, comme domaine, mais tout ça replacé dans une échelle de temps assez incroyable. Mais une fois encore, il ne s'agit pas de se sentir perdu, c'est plutôt de prendre conscience de le lieu et le moment où nous sommes, moment et lieu singulier, mais qui sans doute aussi donne à ce lieu et cet espace sa valeur parce que c'est notre terre. Carl Sagan, dans les années 70, a eu ce très beau mot quand on a envoyé la sonde Pioneer qui aujourd'hui a quitté le système solaire et qu'elle s'est retournée, a pris en photo la grande famille des planètes. Et puis il y avait la Terre qui était toute bleue parce qu'il y avait les océans qui étaient plus présents. Et il a dit, voilà, ça c'est nous, tout cet ensemble que nous formons. Aucun être vivant n'est isolé, nous pas plus que les autres. Donc, comme tu nous l'as expliqué, s'il y en a qui disparaissent, d'autres aussi seront touchés. Donc déjà, c'était la première chose que je voulais vous dire, c'est cette petite prise de distance dans l'espace, et ce que ça nous permet, peut-être pas tant de connaître, mais d'éprouver, un sentiment que l'on peut éprouver. Le travail de Yann... et en me replongeant cette semaine dans son ouvrage, et en ayant toujours un peu en tête mes accointances spatiales,
c'est vrai qu'à travers toutes ces photos de coffres-forts, de caves, enfin, tous ces mots aussi qui sont déclinés dans le vocabulaire qui accompagne ces magnifiques images, enfin ces images magnifiques, non c'est pas le mot parce que c'est parfois un peu dramatique, enfin c'est un peu même tragique. J'ai pensé à autre chose auquel nous réfléchissons souvent dans le domaine du spatial, c'est qu'au fond, vous savez, on dit toujours, je vous le disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres mondes, est-ce qu'il y a de la vie extraterrestre, etc. Mais je me dis, mais au fond, je ne sais pas s'il y a une pluralité des mondes extraterrestres, mais là, nous sommes en train de créer des pluralités de mondes. Tous ces mondes enfermés, vraiment avec vous avez vu ces portes, enfin ces coffres-forts, on les isole le plus possible. Et en fait, on crée des mondes qui, à leur manière, sont alors ex situ, donc extra, alors peut-être pas terrestres, parce qu'ils sont bien, en plus ils sont vraiment enfuis dans la Terre, mais vous voyez ce que je veux dire, hors de notre vie à nous. Donc, je dirais, il n'y a pas besoin d'aller chercher des extraterrestres ailleurs. Nous sommes en train de les créer, en quelque sorte. Donc la question de la pluralité des mondes, est-ce qu'il y a d'autres mondes qui existent? Vieille question philosophique. Eh bien, nous avons la réponse, oui. Ils existent bien, nous sommes en train de les construire. Et quand on se pose la question de la pluralité des mondes, c'est une question que j'aime bien me poser, alors, que je vais regarder dans l'histoire des idées, comment les autres l'ont abordé avant moi. Là, ça pose des questions intéressantes pour... je dirais celui qui a, comme moi, le loisir de s'interroger dans son bureau, ou peut-être dans son laboratoire. C'est une question toute simple, c'est qui va là? C'est la question de la sentinelle, classique. Hein. Qui va là? Alors, si je vous dis qui va là, vous allez dire, bah oui, quel est le E.T. qui vient, en quelle allure il peut avoir? Oui, mais c'est aussi nous. Qui va là, c'est une double question, c'est-à-dire à la fois qui vient vers moi, donc, ou qui sommes-nous en train d'enfermer? Alors, tout ce que tu nous as dit tout à l'heure, Pierre-Henri, enfin, comment on les a choisis, quelles sont les graines qu'on a mis, quels sont ceux, il y a nous expliquer, je ne sais plus si vous l'avez dit tout à l'heure, mais enfin, ceux dans les spermes humains, dont on se débarrasse parce qu'on ne les vend pas bien. Donc je crois que les roux, on les, voilà, bon, c'est pas très vendable, donc on ne conserve pas leur sperme. Donc d'abord, bien, qui va là au sens où qui choisissons-nous pour entrer dans cet autre monde, voilà, dans ces coffres forts? Et puis aussi, c'est qui va là, donc je vous le disais, c'est aussi qui sommes-nous qui rencontrons ces autres mondes? Dans la manière dont nous, les humains, nous nous interrogeons par rapport à la vie extraterrestre, ce qui est toujours intéressant, c'est de dire comment nous nous imaginons face aux extraterrestres. L'extraterrestre, je ne sais pas quelle allure il a, mais moi, je me connais. Je suis en train de me connaître lorsque je m'imagine en face d'un extraterrestre. Donc, et ça, je crois que Pierre-Henri, tu nous as montré ça dans ton exposé, c'est au fond, face à tous ces programmes, à toutes ces politiques, que ce soit de la part de firmes commerciales, que ce soit de firmes de ces banques de graines que l'on crée, c'est aussi une image de nous-mêmes face à laquelle nous sommes. Et tu nous l'as dit, la manière dont nous nous projetons dans l'avenir, nous pouvons avoir peur ou pas peur de l'avenir, enfin bon, la manière dont le monde tel que nous l'imaginons. Et ben voilà, on voudrait qu'en fait, et je suis tout à fait d'accord avec toi, en fait le monde serait plutôt, on aimerait que, souvent on préférerait que le vélo ne circule pas. Hein. Le monde statique, c'est en fait le monde rêvé sans doute de beaucoup de nos cultures, de beaucoup de nos propos. Rien de nouveau sous le soleil, cette célèbre, comment dirais-je, citation des pages roses du Larousse, je ne sais même plus si elle existe encore, et si on a encore des citations en latin, nihil novi sub sole, c'est surtout pourvu qu'il n'y ait rien de nouveau sous le soleil. Alors ça, c'est pas du tout une vision héritée de Darwin. Hein. Donc on peut réfléchir à ça aussi. Donc qui va là, c'est tout ça que la confrontation même imaginée par rapport à une extraterrestre spatiale, mais là tout à fait concrète avec un monde ex situ, tel qu'on le voit dans cette exposition, ça doit aussi nous interroger sur nous-mêmes. Alors, sans parler, alors que tout ce que les auteurs de science-fiction ont très bien imaginé, hein, dans la rencontre des extraterrestres, il y a la question donc évidemment de la rencontre avec la différence, parce que
si on fige des vivants qui n'évoluent plus, ils vont évidemment devenir différents de nous-mêmes. Et là, ce qui a été évoqué à quelques reprises, c'est comment faire revenir ces êtres vivants, si on est à nouveau confrontés, c'est la même chose. Des êtres vivants trop différents, la confrontation n'est pas toujours facile et elle peut même être catastrophique. Parce que c'est peut-être aussi se demander si on les faisait... Admettons que toutes ces plantes ou ces êtres vivants survivent, mais tu nous as fait comprendre quand même que c'est pas si sûr que ça, mais même les faire revenir d'ici quelques générations dans le monde qui sera alors le nôtre. Allez revoir le film Jurassic Park, ce qui pour moi était une très belle mise en scène de confronter des choses qui n'ont pas évolué au même rythme, de manière différente. C'est un jeu de l'esprit, mais ça peut aussi nous interroger. Le troisième point que je voulais aborder, très simplement, c'est en voyant une fois encore ces images de tubes plongés dans l'azote, de portes qu'on a bien fermées, de sacs qu'on a scellés, toutes ces séparations qu'en permanence ont été photographiées par Yann. Et puis aussi ce qui est un peu derrière, ce que Pierre-Henri nous a dit, la manière dont nous appréhendons. Alors non plus, oui, peut-être marqué, je ne parle pas de la vie parce que je sais pas. Qu'est-ce que la vie? C'est la grande question de la philosophie, mais il y a un mot que l'on peut introduire, il a peut-être déjà été prononcé par mes prédécesseurs, c'est le mot de sacré. C'est la question de la sacralisation. L'étymologie, l'histoire des idées nous dit ce qui est sacré, c'est ce qui est séparé. La plus belle image, enfin l'image la plus représentative, elle n'existe plus aujourd'hui. Le temple de Jérusalem a été détruit il y a maintenant plusieurs siècles, mais c'était ça, les portes successives que l'on pouvait ou pas franchir en fonction de son initiation. Alors les païens restaient dehors, et puis il y avait au cœur, il y avait ce qu'on appelait le Saint des Saints, le lieu le plus sacré de la religion des Juifs, où ne pouvait entrer qu'une fois par an le grand prêtre, après bien des purifications, et il entrait dans un lieu complètement vide d'ailleurs, et là il prononçait le nom qu'une seule fois par an, le grand prêtre pouvait prononcer, qui était le nom de Dieu. Voilà une très belle mise en scène, je crois, ou un exemple de sacré. Et là, on a une espèce de, presque, pas double sacralisation, mais en tout cas une mise en scène de la sacralisation où on crée des endroits où on ne peut entrer. Elle nous l'a expliqué qu'après un coup de téléphone, préparation, enfin une longue ascèse, beaucoup de patience, où éventuellement on peut rapidement entrer, prendre une photo et repartir. Bon. Mais ça doit vraiment nous interroger, je crois, en permanence sur notre manière d'appréhender cette notion de sacré. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut la mettre à la poubelle, ce n'est pas du tout ça. Mais user de cette notion de manière judicieuse, au risque de vous surprendre un peu, et j'espère en tout cas pas trop vous choquer, mais vous surprendre un peu. Moi, je suis tout à fait de l'école des philosophes qui disent que ce qui est sacré, c'est ce qui peut être transgressé. Attendez, c'est pas possible. Non. Si, justement, est sacré, rappelez-vous ma petite histoire du grand prêtre, une fois par an, dans des conditions particulières, le grand prêtre pouvait toucher quasiment ce qui était le plus noble, la valeur, la plus grande valeur pour la religion juive. Donc il y avait cette possibilité, en gros, de transgresser, c'est-à-dire de franchir la séparation qui était posée. Le sacré ne signifie pas qu'on n'y touche pas et qu'on n'y touchera jamais, que ça ne bougera jamais. C'est simplement que l'on est conscient de la valeur, on lui accorde une valeur, et que lorsqu'il est question de faire bouger cette chose ou de l'aborder, enfin cette réalité, eh bien on le fait en pleine conscience, en pleine connaissance de cause, en ayant pris des précautions. Et d'une certaine manière, pour moi, si le vivant a un caractère sacré,
ce n'est pas parce qu'il ne faut absolument pas y toucher, qu'il ne faut absolument pas que ça bouge, et il faudrait en rester à la vision, à cette belle vision que nous a montré du paradis, ou alors des couples rentrant dans l'arche de Noé 2 par 2, très gentiment. Certains disent même que pour pouvoir rentrer très gentiment, il y avait le gène spécial de l'arche de Noé qui permettait aux espèces, au bon moment, de se retrouver autour de l'arche. On est dans une fantasmagorie totale. Mais l'idée d'évolution n'est pas une idée qui s'oppose à l'idée de sacré ou de sacralisation. Pas du tout. C'est au contraire se rendre compte de qu'est-ce qui fait que le vivant est ce qu'il est. Qu'est-ce qui donne à ce vivant cette valeur? Si c'est de faire de la bicyclette, eh bien, il sera sacré de faire de la bicyclette. Faisons de la bicyclette. C'est de savoir où se trouvent je ne dis pas les vraies valeurs, mais quels sont les bons gestes à faire au bon moment et d'être conscient qu'on est en train de les faire. Et d'une certaine manière, je dirais presque la mise en garde que Pierre-Henri, par laquelle il a terminé son propos, c'est cette mise en garde, pourquoi elle peut, moi je la trouve un peu effrayante, parce qu'elle nous met face à nos responsabilités, elle nous met face à un possible avenir si nous ne faisons rien, ou un possible futur si nous agissons. Et ces actions à entreprendre, elles ne sont jamais aisées, parce qu'il va falloir sortir d'une manière courante d'agir. Il va falloir que nous posions des gestes qui peuvent être courageux, des gestes qui peuvent être... voilà, il va falloir les prendre en pleine conscience. Quelque part, que va être des gestes sacrés, où il va falloir franchir des frontières. Et en faisant cela, me semble-t-il, eh bien, on ouvrira sans doute quelques portes, quelques coffres-forts ou quelques réfrigérateurs. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons être des sacrilèges. Hein. Peut-être même au contraire. C'est en posant ces gestes-là que nous honorons le mieux ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire des êtres humains. Et comme disait un ancien de l'agro, une école que nous avons tous les deux fréquentée, Pierre-Henri et moi, être humain, c'est choisir. Merci.